Il faut tout dire, pas seulement ce qui fait plaisir, parce que c'est peut-être la dernière fois que je peux parler. Il y a 20 ans, il y a certaines choses que je n'aurais pas pu dire. J'avais 10 ans quand il y a eu les premiers événements dans toute l'Algérie. J'étais jeune, pas tout à fait un homme encore. J'ai pris le maquis à l'âge de 17 ans. On a tout sacrifié, notre jeunesse, notre vie pour l'indépendance. Notre peuple décidera lui-même de son destin. Nous voulons que l'Algérie demeure française. Nous demandons à toute la population de garder son calme. C'est des choses qui marquent à vie. Dans les yeux des personnes qui m'écoutent, j'ai la sensation qu'ils ne me croient pas. Donc j'essaye pas de convaincre, j'essaye juste de dire. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. J'étais heureuse, c'était la fête, c'était la fête. Il faut imaginer cette fête, ce que c'était. Mais toute la population était là, sous le soleil, en chemisette, tranquille, les couleurs, les drapeaux tricolores, ça ajoute au folklore. C'était exceptionnel, un don de Dieu. Nous, jeunes gens et jeunes filles, nous manifestons avec des petits rubans bleu, blanc, rouge que nous nous attachons autour du cou, de très fins petits rubans. Et avec des petits sifflets, nous sifflons tititi tata, Algérie française. Et nous crions, à en perdre la voix, nous crions vive de Gaulle, vive de Gaulle, vive de Gaulle partout. Voilà 4 ans que la guerre durait sans qu'on en voie la fin. Mais d'un coup, les Français d'Algérie reprenaient espoir. Le général de Gaulle venait de former à Paris le dernier cabinet ministériel de la 4e République. Il allait gouverner par ordonnance pendant 6 mois, et son retour aux affaires, c'est en Algérie qu'il le mettait en scène. Je vous ai compris. On n'imagine pas aujourd'hui ce qui s'est passé autour de la personne de cet homme à ce moment-là. Il nous aurait demandé de mourir pour lui. Je pense qu'il y en a qui auraient été capables de le faire. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Vive la République! Vive la France! Et ensuite, donc, il arrive en caravelle, il survole la ville en caravelle. Tout le monde acclame la caravelle qui survole la ville. C'est une sorte de messe. Le général de Gaulle descend du ciel. J'ai marché à fond, j'avais 18 ans. Qu'est-ce que ça représentait pour moi? Ça représentait la justice par rapport aux Algériens. On serait tous frères, et le mot fraternisation est un mot clé de cette période avec lequel les foules ont marché. Dans l'armée, tout le monde n'était pas gaulliste de loin. Mais nous, les jeunes générations, de Gaulle, c'était le grand chef. Et donc, voir arriver un chef, qui plus est général, et qui parle de l'Algérie française, c'est parfait, c'est merveilleux. Avant de prendre des décisions, De Gaulle observe et s'informe. Sur le terrain, il laisse une grande liberté d'action à l'armée.
ce qui satisfait pleinement le colonel du 3e régiment de parachutistes coloniaux, le très médiatique Marcel Bijard. Maintenant, nous sommes commandés, nous faisons confiance à un patron qui est à la tête du pays, et nous sommes persuadés, nous savons qu'il sera et qu'il est dans le vrai. Nous défendons la liberté, au même titre que, à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés. Nous faisons une guerre pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux. Comme Bijard à la tête de son régiment, l'armée bascule de plus en plus dans la politique. Et le général Salan concentre maintenant dans sa seule personne les pouvoirs militaires et civils. L'armée prenait tous les pouvoirs, quoi. Administratifs, militaires, évidemment, et puis tout ce que ça peut comporter, comme les préfets étaient remplacés par des généraux. C'était l'armée qui avait pris la direction du pays. Pierre Thomas est alors un jeune policier affecté aux renseignements généraux. Il arrive dans la région d'Oran, au sein du centre de renseignement avancé, chargé de coordonner la répression. L'objectif du deuxième bureau, et du CRA en particulier, c'était de constituer et de tenir à jour l'organigramme de la rébellion. Alors nous avions les renseignements qui arrivaient sur le terrorisme et en même temps sur le maquis, là où se trouvaient les rebelles, les combattants. Deux choses tout à fait distinctes qu'il ne faut pas confondre, rebelles, combattants et terrorisme, ce qui n'a rien à voir. Alors on communiquait nos renseignements au colonel chef de secteur, au lieutenant-colonel, au commandant qui commandait le secteur en question, et lui pouvait monter une opération d'après les renseignements qu'on lui avait donnés. Vous voyez ? Pendant qu'il laisse la main aux militaires en Algérie, De Gaulle se consacre à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Fin septembre 1958, la question est posée aux Français. Oui ou non à une 5e République? Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. Mais en pleine campagne référendaire, le FLN crée l'événement. Il forme un gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA. À sa tête, Ferhat Abbas. L'annonce a lieu conjointement à Tunis, au Caire et à Rabat. C'était une nécessité d'avoir un gouvernement provisoire. Il fallait passer à une étape supérieure. Et en créant le GPRA, c'était le parachèvement de l'action diplomatique et politique. Parce qu'il fallait que les Français discutent avec le FLN sur pied d'égalité. Il est traité à ce moment-là avec un État, et non plus simplement avec une révolution armée. C'était l'État d'une révolution armée populaire en Algérie. Le GPRA n'appelle pas à voter non au référendum du général de Gaulle, mais à le boycotter. Une façon de signifier le rejet des institutions coloniales. Mais l'armée française est réquisitionnée pour faire voter les gens, et la participation est massive. Pour la première fois dans le pays, chaque voix a la même valeur. Pour la première fois aussi, les femmes algériennes participent au vote. Alors les souvenirs que j'ai, c'est qu'après tout, on a affaire à une population qui ne sait pas qu'est-ce que c'est que voter, qui n'a jamais eu de carte d'identité. Et comme vous le savez, pour voter, il faut avoir une carte d'identité, il faut avoir un domicile. Et là, on a eu pendant quelques temps un travail de fourmi. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Attel. Et t'es né quand? Je sais pas. Tout ça, c'était confus, donc il fallait qu'on donne un nom, il fallait qu'on donne une date de naissance, il fallait qu'on crée une carte d'identité. Alors le vote, c'est une mascarade.
on allait chercher des habitants dans des secteurs éloignés en camion. Et pour les faire voter, il y avait un butin violet, un butin blanc. C'était pas anodin que le butin soit violet, parce que paraît-il que c'est une couleur qui n'est pas très appréciée. De ce fait, la plupart des gens qui votaient ont voté 8. Au lieu de les reconduire où ils venaient, on les a dit, maintenant vous pouvez rentrer chez eux. Dans ces pauvres bourgs, ils sont repartis à pied jusque chez eux. Allô? Merci. Et nous allons immédiatement passer l'antenne au ministère de l'Intérieur. Eh bien, nous avons reçu les résultats définitifs de 10 départements algériens. On peut dire qu'il y a eu, en moyenne, 96% de oui. Nous sommes en mesure maintenant de vous donner les résultats définitifs pour la métropole. Eh bien, le pourcentage des oui s'établit à 79,25% et celui des non à 20,75%. Le premier président de la Ve République est maintenant doté de moyens efficaces pour mener sa politique. Il veut moderniser l'Algérie. À Nouvelle République, Nouvelle Algérie. Comment pensez-vous que les choses vont se passer maintenant là-bas? Que les musulmans ont accepté à une si forte majorité? Naturellement, je ne suis pas prophète, et surtout, n'essayez pas de me faire des prophéties. Mais il va falloir maintenant poursuivre la pression contre le terrorisme, bien entendu, et surtout mettre en œuvre les réformes qui donneront à cette population, et notamment la population musulmane, les satisfactions qu'elle attend au sein de la France, et de manière que, comme l'a dit le général de Gaulle tout récemment, ces musulmans se sentent chaque jour de nouvelles raisons d'être français et de le devenir de plus en plus. Cela veut dire que l'Algérie tout entière doit avoir sa part de ce que la civilisation moderne peut et doit apporter aux hommes en fait de bien-être et de dignité. Planification, investissement, chantier. La propagande française exalte la naissance de cette nouvelle Algérie. Pétrole, gaz, barrages hydroélectriques, pipelines. Toutes les énergies sont mises à contribution. L'industrie doit créer 400 000 emplois d'un coup. Bientôt, tous les enfants iront à l'école. Bientôt, on lancera la redistribution et l'irrigation des terres agricoles. Question centrale dans ce pays très rural. En attendant, 200 000 logements sortent de terre afin de remplacer les bidonvilles où s'entassent des milliers d'Algériens qui ont fui les campagnes dévastées par la guerre. Et donc on arrive dans cette cité qui venait vraiment d'être construite. J'avais, je sais pas, peut-être 6 ans. Je me souviens que quand on est arrivé, de l'autre côté de la route, il y avait des vignes. Il y avait des vignes qui vont par la suite être rasées pour construire d'autres immeubles. C'était une cité indigène, entre guillemets, mais l'état de guerre faisait que c'était presque un ghetto. On ne sortait pas beaucoup du quartier parce que les entrées et sorties étaient contrôlées, etc. Je veux dire, c'était, on sortait quasiment pas du quartier. Je crois avoir vu la ville, le centre-ville, 3 ou 4 ans après. On avait l'impression que le pays avait dormi pendant un certain temps, pendant quelques années, et que tout d'un coup, on s'est réveillé. Alors là, on y allait, on construisait. C'est pour ça que les Pieds Noirs aussi ont cru que, ma foi, l'Algérie, oui, on y resterait. On insistait pour beaucoup de fonctionnaires français viennent s'installer en Algérie.
On voulait croire encore à cette Algérie tout à la fois moderne et française. Les désastres de la guerre allaient se dissoudre dans les promesses d'une nouvelle donne. Les autorités civiles reprenaient le pouvoir. De nouveaux représentants du corps préfectoral arrivaient sur place, tel Jean-Marie Robert. Mon père, il a réussi l'ENA, donc il est rentré dans la diplomatie comme contrôleur civil, mais comme il le disait, les diplomates sont des hableurs, moi je préfère l'action, donc il a demandé de rentrer dans la préfectorale, et comme il était subjugué sûrement par De Gaulle, quand en 1958 De Gaulle a pris le pouvoir, il a demandé de rentrer dans la préfectorale en Algérie comme sous-préfet d'Akbou. Le survol en hélicoptère ou le parcours en auto dans cet arrondissement est d'autant plus tragique que la nature est magnifique. Toutes les écoles, les postes, les mairies brûlées, les poteaux abattus, un village sur 2 ou peut-être plus abandonné ou détruit. Ici, 10 hommes tombés dans une embuscade. Ici, 2. Ici, 5. Ici avaient été alignés 30 cadavres égorgés. En fin de compte, il y a 10 Kabyles tués pour un militaire français. Il est temps pour l'autorité civile de reprendre le pouvoir et de faire cesser les pratiques grégaires, barbares, illégales et immorales que la sale guerre a engrangées, justifiées, normalisées. À Paris, on a espéré le retour au calme. De Gaulle a même tendu la main aux combattants de l'ALN pour une paix des braves. En vain, le FLN accentue au contraire la pression. Il a même ouvert un second front en métropole. Le groupe a été partagé en 2 fractions. Des éléments pour des actions contre les personnalités et les autres contre l'économie. « 283 attentats le jour même, à commencer par Moripian. Les commissariats, les commissaires véreux, les traîtres, les extensions pétrolières. 283 attentats faits en France, de Brest à Marseille. Maintenant, quand M. Farhat Abbas prétend que, en assassinant quelques malheureux agents de police, hélas, ou même en mettant le feu à des réservoirs d'essence, le FLN atteindra le potentiel militaire et économique de la France, il est bien le premier à savoir que c'est faux. C'est en réalité une campagne de guerre psychologique destinée à dresser les uns contre les autres les Français de souche européenne et les Français d'origine musulmane. Quelques jours à peine après cette interview, Jacques Soustelle, l'ancien gouverneur général d'Algérie, est lui-même la cible d'un attentat. On était des 6, tous les matins, on se pointait devant chez lui. Pourquoi lui? Parce qu'il était gouverneur général, il a fait beaucoup de mal à l'Algérie, il était ministre de l'Information, c'était une personnalité qu'il fallait abattre. Et de là, on nous a arrêtés. Les deux éléments qui ont été arrêtés sur place, c'était Mouloud Dorari et Cherrouk. Et moi, on m'a arrêté 15 jours après. L'appareil de répression réactive certaines de ces bonnes vieilles méthodes. 4 camps d'internement sont spécialement créés en métropole. On y enferme les suspects algériens pour des durées indéterminées. Mohamed Rafir se retrouve dans celui du Larzac. Le FLN a créé des structures comme ça. Ils existent dans les prisons et dans les camps. Il y a la commission de justice, la commission de discipline et la commission d'hygiène. Il y a le CSD, comité de soutien aux détenus. On lui prend un avocat, déjà un avocat. S'il a de la famille, c'est le FLN qui la prend en charge. Voilà, justement. Et en même temps, on envoie des mandats directement aux détenus. 5 000 francs à l'époque. 5 000 francs, chaque détenu reçoit tous les mois 5 000 francs. Pour aider la Fédération de France du FLN,
des militants politiques et syndicaux français s'engagent au quotidien. On m'a dit, écoute Henri, on a besoin de toi, on va te donner de l'argent et on va te donner la liste de tous les emprisonnés de France et tu vas leur envoyer des mandats. Il fallait donc trouver des gens qui, dans toute la région parisienne, allaient pouvoir aller de bureau de poste en bureau de poste avec une liste. Alors je remettais une somme d'argent et puis une liste. Et tu l'envoies de tel bureau de poste. Donc on passait des week-ends à écumer toutes les postes de la région parisienne pour mettre des chèques pour envoyer à ces militants. Il y a des milliers d'emprisonnés. Vous trouvez beaucoup de personnes qui fassent ce travail d'aide élémentaire. À Paris, la police renforce ses équipes. Le nouveau préfet de police développe des méthodes qu'il a déjà bien expérimentées en Algérie. L'action répressive est quelquefois inévitable, mais ce n'est toujours qu'un pis-aller. Et j'ai mis ma confiance dans une action préventive qui est menée depuis 6 ou 7 mois par une équipe d'officiers des affaires algériennes contre les entreprises du FLN. Quand je suis arrivé ici dans les Harkis de Paris, ils étaient un peu partout dans les arrondissements. Ils ont créé cette unité parce qu'ils ne pouvaient pas appeler l'armée dans la capitale. C'était pas une guerre, soi-disant, c'était le maintien de l'ordre. Et ils nous envoyaient un peu en patrouille, un peu partout. Il y avait le chef de section et tout ça qui contrôlait. Les autres, ils étaient derrière, avec les armes, c'est jamais qu'il y a quelque chose. Et on était attaqué plusieurs fois. On a perdu 42 personnes qui sont au carré militaire, au cimetière parisien du Thiers. Ils ne nous aimaient pas, les gens. Ils avaient des techniques très spéciales, la police. Je me suis fait avoir, ils m'ont dit, vous voulez une cigarette. Et donc, ils vous donnaient des cigarettes papier maïs. Et la cigarette, vous collez à la lèvre. Vous ne pouvez pas l'enlever parce que vous avez les mains enchaînées. Donc, à partir du moment où elle colle à la lèvre, elle continue à se consumer. Ils ne vous l'enlèvent pas. Donc, vous êtes brûlé graduellement, à petit feu. Il ne faut pas laisser de traces, c'est comme pour le sang. Il y a un policier qui est venu spécialement d'ici d'Algérie pour nous torturer parce qu'il savait les tortures comment pour faire parler les Algériens. Un tortionnaire numéro 1. L'électricité, de l'eau, la javel, la pendaison, les plus atroces tortures, on me les a faites. Alhamdoulilah, je touche du bois. Est-ce que vous connaissez X ou Y? Je ne connais pas. Et à vous, monsieur Demouchen, qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà qu'est-ce qui m'est arrivé. Je me suis dormir dans ma chambre. Quand je me suis dormir, il était 4h, 4h30. Il y en avait des harkis qui frappent dans la porte. Il y en avait un qui verse avec de l'eau et de l'eau de javel dedans. D'ici que je me sentais sans brûle dans l'estomac. D'après, quand ils ont fini, je ne sais pas combien de bouteilles qu'il m'a fait boire. Au moins une dizaine, une quinzaine de bouteilles. Il m'a mis dans un coin. Il m'a mis des disques pour que ça soit qui nous empêche de dormir. Des intellectuels, comme Jean-Paul Sartre, dénonçaient la guerre et la torture. Mais la censure s'exerçait sur toute publication qui mettait en cause les intérêts de la France. Pourtant, grâce à la détermination d'éditeurs non seulement français, mais aussi étrangers, les textes se multipliaient. Nous avons commencé à éditer ces livres après la mesure de saisie contre le livre d'Henri Alleg, La Question, qui dénonce la torture en Algérie. Nous avons édité La Gangrène, qui dénonce la torture en France. Ce nom a été employé à la suite d'un article de Jean-Paul Sartre, Une victoire, dans lequel il disait que la situation en Algérie et les moyens de guerre employés allaient gangréner toute la politique française et qu'un jour, la torture serait pratiquée également en France et c'en est la preuve. La différence entre les violences de la guerre d'Algérie et celle de la Gestapo, c'est que celle de la Gestapo, on a attendu la fin de la guerre pour le savoir, tandis que les violences algériennes, on a protesté tout de suite.
il y a eu un mouvement d'opinion contre. La torture a été évidemment un grand levier de la conscience. Quand on lisait les tortures sur l'électricité ou la baignoire, infligées par les paras, par exemple, bon, on était révoltés, révulsés. Oui. Les Français font ça aussi. Oui, voilà. Ouais. On n'est pas mieux que les autres. Hein. Même si son honneur était mis en cause, l'armée française continuait d'écraser l'ennemi. De Gaulle voulait une victoire rapide et définitive pour négocier en position de force. Mais à quel prix ? Sur le terrain, le conflit devenait plus âpre, plus épuisant. C'est à partir de 1959 que le plan Châle s'est mis en route. Le plan Châle, c'est du nom du commandant en chef en Algérie, le général Châle, où il y a des missions plus précises, ce serait trop long d'y revenir, mais où nous avons traité des zones précises, les unes après les autres. Et ça, nous l'avons fait toute l'année 1959. Alors, traiter la zone, c'est effectivement faire en sorte de détruire les unités rebelles qui s'y trouvent encore, et nous, les unités dites de réserve générale, c'est-à-dire parachutistes, nous encerclons ces zones et nous progressons et nous nettoyons le terrain, si vous voulez, en quelque sorte. Le ratissage consiste à déployer un régiment, 2 régiments, sur quelques kilomètres et à ratisser, pour ainsi dire, les rebelles sur lesquels on peut tomber. Marcher 10-12 heures par jour, jusqu'à épuisement. Marcher avec les yeux fermés quelque part pour récupérer. On restait 1 semaine, 15 jours sur le terrain et ravitaillé tous les 3 ou 4 jours par hélicoptère. C'est-à-dire une boule de pain et les 3 boîtes de conserve. Donc on avait faim. La section a été réduite à peu près une trentaine à 14. Dysenterie, fièvre, épuisement. C'était quand même dur, très dur. Très souvent, il gelait là-haut dans la montagne tellement, et nous avons également plusieurs fois eu de la neige. C'était ceux qui ratissaient qui étaient le plus exposés, car les rebelles vendaient très cher leur peau. Nous, on pouvait tirer parce que nous avions pas mal de munitions, mais eux, ils économisaient énormément les munitions. Donc à chaque fois qu'ils tiraient, ils étaient sûrs de l'efficacité de leur tir. احنا في هذيك والبر والدنيا وكذا والزرع هكذا وهم حتى لهم مشاو اضرب حتى خلينا ما قدامنا هاك دخلوا فلوس قدامنا عطيني انت ما كاش هيا يا بني هم لحقوا بينا احنا نعطيو عليهم دف اللور ما يقدر وقدام ما يفاصي اللور راهو ميت وقدام ميت الحاصل فيها واحد يقولوا عمر فقنون مسكين رب ما عرف ليه مات خويا ولا موجود هذاك القاوري لا في الترانسميسيون لا في الترانسميسيون ولا في الماط ولا في الكول عمار يسخر روحو ميت جاينا احنا الحزام هو جاينا احنا الحزام وهو ناض معاه وعمار عنده الماط في يقف يخلصوا براه فقلت قلت له نحن الترانسميسيون
ونحن سلاح ورجع. Donc ça a été la période la plus rude, la plus chaude. Nous avons accroché, je dirais, ce qu'on appelle accrocher, c'est-à-dire rencontrer le contact avec l'adversaire, je dirais presque toutes les semaines. Et la différence, c'est qu'ils ne disposaient pas de l'aviation ni d'hélicoptères. Choisissez toujours les endroits où il y a la forêt dense pour ne pas être visible. هذيك ديريها كيما هاك لا تكون الطياره فايته عليك ويل فو با بوجي فو با مونطري لي دوا لي مان تاوعك صاي ولا كنتي في وسط الشجره عنقي الشجره ودرقي القويم تاوعك. Pratiquement H24, il y a des hélicoptères et quand ils voient quelque chose, il n'y a qu'un doute, ils téléphonent aux avions et ils bombardent. Les T6 étaient très efficaces. C'est un avion à hélice de la guerre de 40 et qui volait très bas et qui volait lentement. Avec l'armement qu'on avait sur un T6, c'est-à-dire on avait 4 mitrailleuses de 7 mm 5, donc c'était du strafing. On avait des petites bombes de 25 kg, donc c'était du bombardement. On avait ce qu'on appelait des rocket snacks, c'était un panier dans lequel il y avait des petits obus de grosso modo de 20 mm. Et puis des roquettes, 4 je crois ou 6. تجي لي تي 6 جاو لي تي 6 وجات البي 26 معاه. هي احنا قاعدين هكا حتى اللي نسمعوا بومباردات احنا دوك الحياة الشعب هارب الزوايل هاربين احنا المجاهدين كذلك معاهم. كي يديروا الكروشاج هذاك تمشي الدم يوصل لك الركايب قرا والدين. الرجال تموت كي السبول. طيارات يخبطوا اللوط يقولوا بصح انت وين احنا يعطي الحجرات صدروا ساعات يمنعوا. En général, il n'y avait pas de prisonniers, non. Les gens étaient très fanatisés, à tout niveau, que ce soit au niveau supérieur, des colonels commandant les régiments, et également au niveau des chefs de section et des sous-officiers. C'était devenu un jeu entre eux. Ils voulaient que leur régiment fasse un maximum de morts du côté des rebelles. Il y avait un village dans lequel le commandant de compagnie est tombé en embuscade. Il a ramassé une balle dans la jambe. Et on nous réveille, allez hop là, tout le monde au village là-bas. Et alors on nous a emmenés en camion en quelques minutes. On a investi le village. Quand elles voyaient arriver les soldats français, toutes les femmes se réunissaient dans une mechta, les unes contre les autres. Mais mes collègues arrachaient quelques-unes des plus avenantes pour satisfaire leurs besoins. J'avoue, je n'ai jamais violé une femme. J'ai tué, mais je n'ai jamais violé une femme. Et ils ont commencé à violer. Et on a passé la nuit sur le tas, sur le village. Au lever du jour, le radio, qui était en haut du village, appelle le lieutenant
Mon lieutenant, qu'est-ce qu'on fait des mâles? Et le lieutenant dit, faites-les descendre. Et le radio, qui était avec les collègues qui étaient là-haut, là, il dit, vous pouvez les descendre. Et mécaniquement, on a abattu nos prisonniers. Et là, j'ai ressenti vraiment quelque chose un dégoût. Ah, ben, il y en a qui se réjouissaient. J'ai vu un jeune qui avait à peine, même pas 19 ans, probablement, qui disait « Je veux tuer un mec, je veux tuer un mec ». Il voulait tuer un homme pour être un homme, semble-t-il. La folie meurtrière, c'est la guerre. Et puis j'ai vu des forêts, alors là, ça c'était le napalm. Complètement pétrifié, des montagnes, des forêts entières pétrifiées par le napalm. شوفي هذاك النابال شوفي شتي هذيك لي لاب تاع البركان اللي تجي فيه هاكا النار جايه تشعل مع اللي في الغابه وكاع. شوفي هذه الدجاجه هربه مع الفلاليس، هذا في غدوتكم الكلاب، هذا الزويل، هادو الخيل يجروا وينهقوا كي قال لك واحد. هذاك الشعب المرة اللي بدا خذينها اللي سمحت، هذوك الشوابين اللي متكوضين. كاينه وحده اللي حكمتها النابال تشوطت كيما بو مصور، كيما الشي اللي كي تجوي. الفايدة واش ديري انتيا؟ هذاك الجندي تاعك انتيا اللي كان تحرق بالنار هذه واش ديري له؟ كنت تسير تلصق النار فيك، النار تلصق فيك، واش ديري له؟ يحق لك ترفدي التراب وترمي عليه، أو يكون عندك شيفون تغطيه توسلو هكا. لما تسير لخدتو شي تلصق فيك النار، النار تلصق فيك تشعل فيك. Et donc, petit à petit, ce planchal, une espèce de rouleau compresseur, a fini par éliminer toutes les bandes importantes qui demeuraient, il n'en restait pratiquement plus. Et là, par cette méthode de coups successifs, on a réduit la rébellion de l'intérieur d'une façon drastique. Les combattants de la LN se retrouvaient aux abois. Leur popularité dans les villages n'était plus d'un grand secours. Ils étaient maintenant trop isolés. La situation risquait de faire douter les plus braves. On a crevé de faim. Et croyez-moi, à un moment donné, on était obligé pratiquement de ramasser des herbes, de faire cuire certaines herbes pour échapper quand même à la famine et à la mort. Et ça a duré quand même assez longtemps. C'était très 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 dur. ناكلوا هذاك الريحان الشلمون تاع الضر والدنيا 15 20 يوم والبوطوغاز ما تنحيش شهر وشهرين. كي تنحي البوطوغاز هذا كرايك وكرايك والابيض كيما هذا والبان نداووه احنا نداووه بالريحان هذا الشلمون هذا تاع الشلمون هذا. اما عندنا هذا ابراهيم بن سلمى ربي يرحمه يقول لك نحى البوطوغاز هذاك ورشه وبالماء وديري الشلمون هذاك طري ودخليه هنا الداخل ولبسيه سبحان ربنا يمنع يتبرا يصير بلاص. الدود المجاهد الدود ياكل الدود لا هذه ولا ذيك الدود المجاهد الدود هكذا حرك هكذا. Dans la Wilaya 3, un responsable politique adresse une lettre désespérée au GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Qu'attendez-vous pour venir au secours de l'intérieur?
Il est trop tard, en toute franchise. Nous avons perdu nos compagnies, nos bataillons, et ne comptons plus sur personne, car nous avons tellement attendu, tellement espéré, que nous avons fini par désespérer. Mars 1959. Amirouche, le commandant de la Wilaya 3, était parti en Tunisie plaider la cause des maquis auprès de ses dirigeants politiques. Mais il avait été tué dans une embuscade. Au début, on ne croyait pas. L'ennemi a l'habitude d'annoncer de fausses nouvelles comme ça. On a toujours pensé que les balles ennemies ne tueraient jamais Amirouche, parce qu'Amirouche, il avait le flair de l'ennemi. Il connaissait toute la région. C'était une figure nationale. Oui, la mort d'Amirouche a été pour nous une catastrophe. Amirouche était un héros légendaire. Mais il était aussi le grand ordonnateur de purges sanglantes dans les rangs de l'ALN. Ces règlements de compte avaient en fait été provoqués par les services de renseignement français. Ils avaient infiltré et manipulé avec succès leur adversaire. Le nombre de combattants indépendantistes en état de se battre sur le terrain est bientôt inférieur à celui des Algériens engagés aux côtés de la France. L'armée recrute plus que jamais, car elle veut algérianiser la guerre. Comme officier d'enseignement, j'avais 56 harkis qui étaient à disposition. Et il y avait au moins 30 à 40% qui étaient des anciens félagas. Et en même temps qu'ils se ralliaient, ils donnaient souvent des renseignements précis sur telle sentinelle, telle organisation de félagas dans tel endroit. On avait confiance en eux et il n'y avait pas de différence. Ils étaient armés comme les gens de l'armée française, c'était le même armement. Ils étaient même, à la limite, un peu trop violents vis-à-vis de leur population, de leur population d'origine. Souvent, ces gens ont rejoint l'armée française à cause des insuffisances même politiques de l'ALN. Il y a eu beaucoup de désertions à l'intérieur de l'ALN. Mais attention, ceux qui ont fait le plus de mal à l'ALN, c'était pas le gars qui faisait une petite patrouille avec un fusil de chasse. C'était le gars qui avait rejoint les commandos de chasse. Les commandos de chasse, ce sont des commandos à moitié de harkis et à moitié de rebelles retournés à qui était donné le marché, soit tu nous suis, soit une balle dans la tête, puis c'est tout. Et le gars a servi la France sur ces bases-là. Et quand on sert sur ces bases-là, vis-à-vis de ses anciens frères, il devient plus sauvage que les sauvages. Parmi ces groupes de ralliés algériens particulièrement brutaux et cruels, il y a un commando devenu célèbre, le commando Georges. Il n'y a pas de doute, la guerre pour eux c'est la misère. La misère énorme, la misère dans les douars, la misère partout, quoi. Le felous qui vient, qui prélève 1000 balles, le soldat français qui fait pas gaffe, qui vient, qui leur pitoie 4 moutons, c'est une éternelle histoire, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ah, je vais vous en présenter un, Tigre Khalifa, le gars de la Katiba 3. Katiba 3 a pris la veille au soir sur le champ de bataille, le lendemain matin, on lui change l'arme, on change la tenue en avant. Il y avait plus d'injustice au maquis. Il y avait plus de misère au maquis. Et c'était nous-mêmes la misère. C'était nous-mêmes la misère de l'Algérie. La stratégie militaire française de séparer les civils et les combattants indépendantistes avait porté ses fruits. Le maquis était épuisé. Pour simplifier la pensée militaire, la question avait été de dire, comme les terroristes vivent dans la population comme des poissons dans l'eau, on n'a qu'à enlever l'eau et le poisson mourra. Donc, on a retiré du bled tous les villages dans lesquels les FEL allaient se nourrir, allaient recruter, allaient faire la propagande, et on les a concentrés. Et on les a plus ou moins enfermés dans des centres de regroupement, et l'Algérie s'est vidée. Et c'est vidé. Et c'est vidé. Le camp de regroupement
contrairement à ce que dit un certain discours militant primaire algérien, ce n'était pas un camp de concentration pour tuer les Algériens. Ce n'était pas un club med non plus. C'était un des éléments constitutifs d'un plan de guerre anti-insurrectionnel, dont l'enjeu, c'était la population. Le camp était un lieu de francisation accélérée. Il fallait nous franciser, nous soigner. Il y avait des officiers des affaires indigènes qui parlaient l'arabe et le kabyle. Il fallait donner un visage humain de la France. Et par certains aspects, ça a marché. Nous avions une expression, on disait un vrai Français. En français, un vrai Français. C'est une expression qui voulait dire un homme bon. C'est-à-dire qu'un Français ne pouvait être que bon. Et quand j'y repense, la division du travail dans le camp était que les Français étaient instits, infirmiers ou officiers des affaires indigènes, c'est-à-dire celui qui allait parler en arabe aux gens tous les matins, aider les gens à remplir un formulaire, à obtenir un papier. Et les méchants, les forces combattantes, c'était les légionnaires allemands, les tirailleurs sénégalais et les harkis. Donc, dans mon enfance, la projection que j'avais devant moi, les Français, c'était les bons. En 1959, 1 million d'Algériens, majoritairement des femmes et des enfants, se trouvaient placés de force dans des camps de regroupement. Et ces camps ne cessaient de se remplir. On m'a envoyé, moi, pour créer le camp d'Anzida. Alors, j'avais été voir le capitaine. Il m'avait dit, un gourbi, ça fait 5 mètres sur 3. Alors, bon, j'ai pris des cordeaux pour aligner les gourbis. Il n'y a pas beaucoup de bois autour d'Anzida, mais il y avait des scieries à Colo, donc ils récupéraient les croûtes. Et il y en a un, j'ai une photo, il y en a un qui a son gourbi fait de croûtes clouées tout le tour, quoi. Et celui-là, il avait ramené les tuiles de sa maison. Et il voulait absolument montrer, il a ouvert la porte, il avait un lit, un beau lit en bois, John marié, et la porte tapée sur le bout de son lit. Voilà mes gourbis. Moi, ce que j'ai eu du mal à accepter, c'était la détresse des enfants. C'est là que j'ai appris à faire des biberons. Je me souviens avoir donné le biberon à un petit garçon qui était rachitique comme tout, qui avait 18 mois, qui était squelettique. Ça m'a rappelé un peu la Seconde Guerre mondiale. C'était la pauvreté, c'était beaucoup de choses. La situation sanitaire est généralement déplorable. Aucune statistique de mortalité n'est évidemment disponible. Toutefois, certaines constatations ont été faites. Dans un village où 900 enfants ont été recensés, dans la vallée de la Soumam, il en meurt près d'1 par jour. Un village de Loire-Sénis rassemble 1100 personnes, dont près de 600 enfants. Il en est mort un de 2 ans, au passage de l'enquêteur. L'officier Sass argua que c'était le 3e en 4 jours. Malgré le scandale provoqué par ce rapport, la France poursuit sa stratégie. Bientôt, 1/4 de la population algérienne vit regroupée dans des camps. D'immenses zones géographiques sont désertées, vidées de leurs habitants. Les beaux paysages coloniaux des cartes postales de jadis sont maintenant sous entière surveillance militaire. Était-ce cela, arrivé en position de force aux négociations? Do you see any end to the situation in Algeria? Well, yes, as you know, as General de Gaulle said not long ago, the end is in view. I can't tell you if
if it is a matter of weeks or months, but there is no doubt that the FLN, as they call themselves, are slipping rapidly. You're more optimistic now than when you were minister resident in Algeria? Oh, certainly. Fin août 1959, De Gaulle effectue ce qu'il appelle la tournée des popotes. Il inspecte des unités de l'armée française sur les zones d'opération. Avec satisfaction. L'Algérie semble sous contrôle. Les frontières sont hermétiques et les indépendantistes affaiblis. On allait pouvoir préparer l'avenir. Mais quel avenir ? C'était quoi maintenant le projet de la France en Algérie ? D'un côté, il y avait une administration politico-militaire française qui était les SAS, qui voulait en fin de compte faire de la population algérienne des pro-français. Le problème, c'est que quand un commando débarquait dans un secteur, lui, il voulait des résultats militaires. Il ne faisait pas dans la dentelle, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, on s'est aperçu qu'il allait y avoir un problème, qu'on gagnait militairement, puis qu'on perdait peut-être psychologiquement.